Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars pour parler d'une affaire qui date déjà d'il y a quelques années, l'affaire Dolby. Je sais pas si vous en avez entendu parler, ça date déjà d'il y a une bonne dizaine d'années, mais moi je viens, oui je suis toujours en retard, hein, sachez-le. Moi je viens tout juste de la découvrir du coup et d'en entendre parler. Pour vous mettre un peu dans le contexte, du coup, nous sommes en 2011 au Café de Paris à Monaco. Dans ce café-là, il y a Céline, qui a 29 ans, et sa mère qui vont faire la connaissance de Robert Dolby, un homme de 70 ans. Robert, dans ce café, il est venu avec ses deux petits chiens, et vu que Céline et sa mère ont également un chien, la conversation va se faire très facilement entre eux en fait. Pour vous présenter un peu Robert, du coup, Robert, il est britannique, il présente super bien, il a l'air un peu réservé mais très gentil, mais surtout, le personnel le connaît très bien parce que Robert, il a l'habitude d'aller dans ce café, il souffre énormément de solitude, il vient tout juste de perdre sa femme avec qui il a vécu quand même 40 ans, elle vient de décéder et ils n'ont malheureusement jamais eu d'enfant. Robert, c'est pas tout, je vous ai dit qu'il était britannique, mais du coup, il ne parle pas un mot français. Sauf que la chance pour Céline, elle est complètement bilingue, donc ils vont pouvoir converser de longues heures ensemble. Plus le temps va passer et plus Céline, elle va se lier d'amitié avec Robert, parce que oui, Céline, elle l'aide un peu à rompre son isolement, mais en échange, Robert, il va énormément l'aider dans sa vie quotidienne. Parce qu'il faut savoir que Céline, elle est atteinte d'un lourd handicap, elle est non-voyante à 90%. Ils vont tellement bien s'entendre, Dolby va tellement aider Céline, qu'il va s'installer entre eux une relation père-fille. Pendant tout ce temps, Céline, elle est à la recherche d'un appartement, et Robert, voyant qu'elle ne trouve rien, va lui proposer une colocation, parce que lui, il habite un peu plus loin, mais à côté de Monaco. Ils s'entendent tellement bien que Céline va forcément, elle va accepter. Vraiment, Céline, elle est aux anges dans le sens où elle va aller en colocation avec un gars avec qui elle s'entend super bien, qui pourrait être son père, et en plus, il l'aide énormément dans son quotidien. Sauf que le temps passe et Robert, il est de plus en plus intrusif. Ça dérange énormément Céline, mais avant même qu'elle ait le temps de lui en parler, arrive la soirée de son anniversaire. Le soir de son anniversaire, Robert va aller voir Céline et il va lui dire: bon voilà, écoute, c'est ton anniversaire, j'ai envie de faire plus que ce que je fais déjà, et il faut que je te le dise, je suis amoureux de toi, mais je suis éperdument amoureux de toi, je t'aime même plus que ce que j'aimais ma propre femme. Vous le sentez que ça commence là? Pour Céline, il n'y a aucune ambiguïté, elle ne comprend même pas qu'il ose lui faire de telles propositions. Pour elle, ça pourrait être son père. Et elle en est donc choquée. Après ça, elle annonce donc à Robert que leur colocation doit cesser, mais Robert, il est insistant et il va lui dire: voilà, bon bah écoute, je comprends que tu veuilles partir, mais au moins on fait un petit dernier repas ensemble et tout, on s'entend bien, ce serait sympa qu'on se voit une dernière fois, qu'on fasse un petit dîner ensemble. Nous sommes donc le 24 février 2012, le repas se fait, Céline accepte, mais étant très mal à l'aise, elle va essayer de l'écourter rapidement, et donc elle va expliquer à Robert que il faut qu'elle aille se coucher parce que le lendemain, en fait, elle a un déménagement, et du coup, forcément, elle veut pas être fatiguée. Là, on pourrait croire que Robert va mal le prendre, etc. Mais en fait, il le comprend parfaitement. Il lui dit: ok, il n'y a pas de souci. Et donc, chacun va se coucher de son côté. Le problème, c'est que vers 1h30 du matin, Robert, il va entrer dans la chambre de Céline pendant qu'elle dort. Sauf qu'au moment où il va entrer, Robert, Céline, elle va entendre la porte s'ouvrir. Et donc, je vous rappelle, Céline est non-voyante à 90%. Donc, tout ce qu'elle voit, c'est la silhouette de Robert devant la porte dans sa chambre. Donc, Céline, elle va se relever un peu du lit pour dire bonsoir à Robert et lui demander ce qu'il veut, sauf que Robert, il va pas répondre et il va juste avancer vers elle. Il va se rapprocher très proche du lit, et Céline, même avec son handicap, elle va réussir à voir que, en fait, Robert est complètement nu. Mais il n'y a pas que ça, Robert aussi, il sent fortement l'alcool. Et au moment où elle se lève la tête et elle croise le regard de Robert, là, ça dégénère complètement. Robert attrape l'encolure de son pull, il la tourne pour l'étrangler au maximum, le plus qu'il peut, et il va clairement lui dire qu'il va la violer, la tuer, la baiser, et que sa vie est finie. Il va la porter, il va la jeter, et Céline, elle va tomber au pied du lit, et ils vont se battre. Céline, elle va se débattre du mieux qu'elle peut pendant que Robert essaie clairement de l'agresser sexuellement et physiquement, hein. Mais Céline, elle va tellement se débattre qu'elle va réussir à s'extirper en fait des mains de Robert. Elle va retrouver le chemin de la porte d'entrée, etc. Elle va la déverrouiller, elle va sortir, et premier réflexe forcément qu'elle a, c'est d'aller taper chez le voisin. Sauf que elle frappe, et personne ne répond. Céline, elle entend Robert juste derrière elle, donc vite, elle va continuer à marcher jusqu'à qu'elle tombe sur l'ascenseur. Donc elle appuie rapidement sur les boutons, il s'ouvre, elle se glisse dans l'ascenseur, elle rappuie sur le bouton pour descendre, et là, malheureusement, Robert va l'attraper, va la tirer de l'ascenseur, va la sortir avant que la porte ne se ferme. Robert, il la jette. Il se met à califourchon sur ses jambes pour la bloquer, qu'elle ne puisse plus bouger, et il va la frapper en continu en lui répétant sans cesse qu'elle va mourir. Sauf que Céline, elle hurle tellement que Robert, il va pas se contenter de la frapper, il va se mettre à l'étrangler pour la faire taire. Céline capitule, va commencer à se
laisser mourir. Mais d'un coup, son instinct de survie va reprendre le dessus. Elle va attraper les parties intimes de Robert. Elle va les serrer de toutes ses forces. Robert va avoir mal et du coup va lâcher un peu Céline, ce qui va lui permettre de reprendre son souffle, parce que je vous rappelle qu'elle était étranglée et qu'elle n'arrivait clairement plus à respirer. Et en moment le plus inattendu, un voisin donc de l'étage qui a entendu Céline crier va ouvrir la porte brutalement qu'il y a entre les 2 étages au niveau de l'escalier. Et le voisin, au moment où il ouvre, il comprend la scène. Il voit Céline avec pleine de sang, pleine de bleu, à moitié étranglée, avec Robert qui est tout nu sur elle, et il comprend que c'est clairement un viol qui est en train de se passer, voire pire. Donc il arrache Céline des mains de Robert, il la prend, et Robert, en voyant ça, tout ce qu'il fait, c'est il tourne la tête, il s'en va, il rentre chez lui tout nu, c'est tout. Il n'y a aucun mot qui se dit entre les deux. Le voisin va embarquer Céline chez lui pour la mettre en sécurité. Forcément sur place, ils vont appeler les pompiers, donc ils vont récupérer Céline qui est clairement sous le choc, elle s'entendait pas du tout à passer une soirée comme ça. Et en fait, il s'avère qu'elle a des hématomes, des griffures, une fracture du nez et même une prothèse mammaire qui a explosé sous la violence des coups de Robert en fait. Les constatations sur son corps, etc. collent donc parfaitement à l'histoire qu'a racontée Céline. Les policiers du coup vont se rendre dans le fameux immeuble de Robert. Ils vont d'abord auditionner donc le voisin du 2e étage, parce que oui, Robert est au 1er étage en fait. Après avoir auditionné le voisin, ils vont aller toquer chez Robert. Sauf que personne ne va répondre, donc ils vont être obligés d'appeler un serrurier pour ouvrir la porte, sauf que même après avoir appelé un serrurier, bizarrement la porte ne s'ouvre pas. Donc en fait, clairement, Robert s'est calfeutré chez lui, il a mis plein de trucs devant la porte, c'est impossible de l'ouvrir. Les policiers vont s'acharner sur la porte, ils vont la défoncer, entrer dans la maison, appeler Robert, mais personne ne répond. Et au moment où ils vont se retrouver devant la chambre de Robert, encore une fois, impossible d'ouvrir la porte. Calfeutré. Bizarre, non? Encore une fois, il la défonce et Robert, ça va le réveiller. Il va faire le mec surpris. Il va dire clairement, je vous ai pas entendu en fait rentrer, j'étais en train de dormir, j'ai pas entendu. Et pourquoi vous avez calfeutré les portes? Robert avait clairement peur que Céline vienne le frapper. Oui. C'est la version qu'il a donnée. Pour lui, c'est elle le souci en fait. Elle a fait une crise d'hystérie et ça a tellement fait peur à Robert qu'il a décidé de barricader la maison. Vous vous en doutez, ça s'arrête pas là. Ils vont amener Robert au commissariat pour interrogatoire et Robert va expliquer qu'en fait, Céline, c'est quelqu'un avec qui il couchait fréquemment. Et un jour, elle l'aurait juste agressé. Ce soir-là, apparemment, elle était indisposée. Elle a refusé toute relation sexuelle et elle est devenue folle. Elle est rentrée dans une crise d'hystérie redoutable et elle s'est mise à tout casser dans l'appartement. Mais en fait, elle était tellement folle que pour qu'elle se calme, Robert, il a dû la serrer super fort et même lui mettre une petite gifle. Mais dans cette histoire, c'est lui la victime. Entre le témoignage du voisin et les traces sur Céline, sa version ne tient pas du tout, mais alors pas du tout la route. Il va du coup être mis en examen pour viol et tentative de meurtre, et du coup placé immédiatement en détention. L'affaire Céline est donc bouclée, sauf que le magistrat se dit « C'est bizarre quand même, tu te réveilles pas à 72 ans, du jour au lendemain t'es un prédateur sexuel. » Donc ils se disent « Et si on fouillait un peu dans le passé de Robert ?» Les policiers vont donc logiquement poser la question à Robert en lui demandant s'il a des antécédents, et il s'avère qu'il va répondre que non, il n'a aucun antécédent. Ce qui va être vérifié avec le casier judiciaire, et effectivement, il n'a jamais rien eu ce Robert. Mais du coup ils se disent, et si on vérifiait le casier judiciaire britannique? Cependant la procédure est super longue, du coup ils ont pas le casier judiciaire de suite, mais coup de chance, lors de l'interpellation de Robert, il y a un policier qui va se souvenir de lui, qui va se souvenir avoir été déjà chez Robert à un autre moment. Il va en parler avec sa hiérarchie, ils vont se souvenir que, ah ouais, 2 ans avant il était intervenu pour un décès pareil chez Robert. Bizarre, non? Il s'agit du décès d'une femme de 67 ans qui s'appelle Annie Chevalier. À partir de là, il va y avoir des enquêtes de mener, et en fait ils vont se rendre compte que Robert, il a connu Annie en 2006, et c'est en 2009, comme je vous ai dit, qu'il a perdu sa femme avec qui il était resté 40 ans. Ça pourrait être bizarre, mais en fait non, sa femme est tout simplement décédée d'un cancer. Comme auprès de Céline et de sa mère, après 2019, Robert, il va se présenter aux yeux de tout le monde comme un veuf inconsolable. Ce qui pourrait être complètement le cas, hein. Après avoir perdu quelqu'un avec qui t'as vécu 40 ans, c'est normal. Fin mars 2010, Annie et Robert sont amis, et du coup Robert va inviter Annie chez lui. Sauf que pendant qu'ils mangent, d'un coup, ils vont se mettre à avoir des relations sexuelles en plein milieu du repas. Sauf que chose bizarre, pendant leur relation sexuelle, Annie d'un coup va demander à Robert de partir et d'aller lui chercher un verre d'eau. Donc Robert il va sortir du salon, il va aller dans la cuisine, et au moment où il revient dans le salon, il retrouve Annie sans vie, sur le canapé, allongé. Robert, chose normale, il va appeler le secours et ils vont déclarer le décès et ils vont même déclarer une mort naturelle. L'affaire, vous en doutez, est donc classée sans suite. Seulement, du coup, le juge qui est en charge de l'affaire de Céline, il va trouver ça un peu bizarre, il va se replonger du coup dans le dossier. Et bizarrement, il va retrouver donc le rapport du premier médecin du SAMU qui est arrivé sur les lieux, le même rapport qui d'ailleurs a été égaré et n'a jamais été montré aux policiers lors de l'affaire. Sauf que dans ce rapport, il est clairement spécifié que la mort est suspecte parce qu'il a été prouvé que Robert a mis plus
de 30 minutes à appeler le SAMU ce soir-là. Et on va pas se le cacher, mais 30 minutes avec une personne allongée sur ton canapé sans vie, c'est quand même extrêmement long. Mais Robert, il va dire oui, mais non, mais c'est parce que je faisais les premiers secours, voilà, c'est normal, j'ai mis 30 minutes, j'ai essayé de la réanimer. Personne va tilter ce soir-là et tout le monde va être ok. Alors que 30 minutes, c'est quand même énorme, 30 minutes de bouche à bouche. Hein. Je vois pas comment personne n'a tiqué ce soir-là. Mais bon, bref, si ça s'arrêtait que là, bien sûr que non. Parce que dans ce rapport, il est aussi spécifié que sur les coussins, il y avait des traces de rouge à lèvres. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le fameux médecin réclame une autopsie du corps pour voir de quoi est réellement décédée Annie. Sauf que, on ne sait pourquoi, le légiste se contente d'un examen le plus sommaire possible. En 2012, du coup, le juge de l'affaire de Céline va quand même réclamer une autopsie et les experts vont se rendre compte d'un point. En fait, à l'autopsie, par chance, ils vont retrouver le bol alimentaire d'Annie quasiment intact. Et du coup, même 2 ans après, ils vont réussir à voir qu'il y a une dose de zolpidem relativement élevée dans le bol alimentaire de la victime. Zolpidem qui est un hypnotique extrêmement puissant. Et du coup, vous en doutez qu'il s'obtient uniquement sur prescription médicale. Bon, il faut plus de preuves que ça pour accuser quelqu'un de meurtre et du coup, ils vont se renseigner au maximum. Et déjà, ils vont découvrir que Annie détestait la médecine. D'accord ? Elle est anti-médecin, elle n'a pas de médecin déclaré à la sécurité sociale, elle ne prend aucun médicament, rien. Donc il y a très peu de chances forcément que ça appartienne à Annie. Et chose un peu bizarre, Robert il avait accès à ce médicament parce qu'on lui a prescrit à plusieurs reprises pour soulager sa femme pendant son cancer. Robert il a toujours une contre-attaque, il n'abandonne rien et il va expliquer que, en fait, au décès de sa femme, il a ramené tous les médicaments à la pharmacie. Et sauf que malheureusement pour les enquêteurs, c'est invérifiable. Le juge va donc continuer les recherches et, coup de chance, à ce moment-là, le casier judiciaire britannique arrive en France. Et c'est pas une infraction qui a été commise, ou 2, c'est 21 infractions sur le casier judiciaire de Robert. Des vols, des conduites en état d'ivresse, mais surtout, et avant tout, une agression sexuelle qui avait eu lieu 20 ans avant. On fait assez semblable à ceux d'Annie ou de Céline. Robert, il invite la jeune fille à manger chez lui, sauf que elle, il l'invite à manger chez lui entre collègues. Mais quand elle se pointe, il n'y a clairement que Robert, il n'y a aucun collègue. Il la menace de mort, il l'agresse par strangulation, sauf qu'elle arrive à fuir cette jeune fille. Et la police, ils vont la retrouver dans la rue, complètement nue, sous état de choc. Et après ça, ils arrêtent Robert, qui a fait 4 ans d'emprisonnement. Donc oui, c'est pas ce qu'on peut appeler un casier judiciaire neutre. Hein. Sauf que la liste n'est pas close, continuons encore et encore. Ils vont retrouver une 4e affaire. C'est l'affaire d'une jeune fille, du coup, qui a vécu, pour le coup, en couple avec Robert. Un soir, une dispute éclate. Robert s'emporte, il la frappe, il la violente, il essaie de l'agresser par strangulation, encore une fois, et en fait la jeune fille finit par s'évanouir sous les coups de Robert. Sauf que quand elle se réveille, parce que oui, elle finit par se réveiller, elle voit Robert fermer toutes les issues de l'appartement. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Première chose qu'elle fait, elle court et elle se réfugie dans les toilettes. Elle va clairement y rester toute la nuit, et à un moment donné, elle va finir par ouvrir la porte, et elle se rend compte que Robert est en train de dormir. Oui, Robert est parti se coucher, tout simplement. Donc elle va partir de l'appartement, mais cette jeune femme, elle ne portera jamais plainte contre Robert. Elle s'est contentée de partir vivre à l'étranger. Là, on se dit, bon, Robert, à ce moment-là, il doit avouer. C'est sûr qu'il avoue, parce que le gars, il est piégé, ça fait 4 affaires, c'est énorme. Bah non, sa défense, à chaque fois, c'est, non mais ce sont des femmes menaçantes, vraiment, elles m'ont fait peur, c'est moi la victime. À chaque fois, ces femmes-là, elles partent dans des crises d'hystérie, vous vous rendez pas compte ? Oui, il n'apprend apparemment pas de ses erreurs. Donc pour Annie et Céline, Robert, il va être renvoyé en appel en 2015, mais comme d'habitude, il se victimise. Sauf que par chance, le système de défense qu'emploie Robert, tellement nul, il ne convainc clairement personne, hein, on va pas se le cacher, et du coup il est donc condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Voilà la fin de l'histoire les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà entendu parler ou s'il y a que moi qui suis en retard, en fait c'est fort probable, là, je vais vous le cacher. Et également si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, tout ça, vous connaissez les gars, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Je vous récupère pour vous dire au revoir. Hop, et voici. Et bien écoutez, on se dit à vendredi prochain, on se fait le gros bisou. Gros bisous.